En 2022, un homme disparu depuis près de 3 décennies s'est présenté à la porte d'un inconnu dans la campagne de l'Ohio. Il tenait entre ses mains une boîte en bois. À l'intérieur se trouvèrent des journaux intimes, des schémas de circuits, des cartes électroniques endommagées, des photographies et des notes dont l'existence même semblait impossible. Il s'appelait Mike Markham. La dernière fois que quiconque l'avait aperçu remontait à 1997, la nuit où il était entré dans une machine qu'il avait construite dans son garage avant de disparaître. Lorsque les enquêteurs s'étaient rendus sur la propriété après l'incendie, le garage n'était déjà plus qu'un souvenir, réduit à ses fondations. Le sol en béton portait la marque d'un cercle de 2 mètres environ, noirci et lisse, comme si une chaleur intense et concentrée avait été appliquée depuis un seul point précis. Des fils de cuivre avaient fondu dans le béton, des transformateurs avaient été détruits. Les armatures métalliques de la machine s'étaient déformées et soudées entre elles d'une façon qui laissait supposer des températures bien au-delà de ce qu'un simple court-circuit aurait pu produire. Il n'y avait aucun corps, aucun reste, aucun fragment d'os, aucune trace dentaire, aucun signe que Mike était parti à pied, pas d'empreinte de pneus, pas d'empreinte de pas dans la terre meuble devant la porte du garage. Une seule chose avait été laissée derrière, un mot manuscrit dissimulé dans une boîte à outils métallique, plié une fois, rédigé au crayon sur du papier ligné. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de perception des choses. Pendant près de 30 ans, le monde entier avait supposé que Mike Markham avait péri dans cet incendie. Le rapport de disparition avait été déposé. L'affaire était tombée dans l'oubli. L'histoire avait disparu des journaux locaux pour migrer vers les recoins obscurs d'Internet, là où les disparitions non résolues et les phénomènes inexpliqués coexistent en s'alimentant mutuellement. Puis il était revenu, vieilli, vidé de l'intérieur, épuisé d'une façon qui ne semblait pas purement physique, et portant avec lui des preuves. Ce n'était pas la preuve d'un voyage dans le temps, c'était quelque chose de bien plus troublant, quelque chose qui fait paraître le voyage temporel presque banal en comparaison. Car selon Mike, la machine ne l'avait pas projeté vers le passé ou vers l'avenir. Elle avait modifié son rapport à la réalité elle-même. Et ce qui lui était arrivé pendant ces années disparues explique pourquoi cette histoire doit commencer au moment précis où il a mis la main sur ce qu'il n'était jamais censé comprendre. La découverte. Mike Markham ne venait pas d'un laboratoire universitaire. Il n'avait aucun financement gouvernemental, aucune équipe de physiciens pour vérifier ses équations et lui signaler quand s'arrêter. C'était un homme originaire du Missouri rural, habité par une obsession qui le suivait depuis l'enfance. L'électricité. Dans les années 70 et 80, Mike était le genre de gamin à démonter tout ce qui lui tombait sous la main. Radio, appareils électroménagers, moteurs, vieux téléviseurs, tout ce qui contenait un circuit imprimé ou une bobine de fil. Il récupérait des pièces dans les casses, lisait des ouvrages d'électronique à la bibliothèque municipale jusqu'à ce que les pages en soient toutes ramollies, et construisait dans le garage de ses parents des machines qui crépitaient, vrombissaient, et parfois rendaient l'âme de façon suffisamment spectaculaire pour faire sauter les disjoncteurs de la maison. Pour la plupart des gens, ça ressemblait à un passe-temps risqué pratiqué par un gamin qui ne mesurait pas le danger. Pour Mike, c'était un langage. L'électricité lui parlait d'une façon que les gens ne pouvaient pas. Elle était constante, elle obéissait à des règles, et lorsqu'il construisait quelque chose correctement, elle répondait avec une précision que rien d'autre dans sa vie n'avait jamais égalée. Au début des années 90, Mike vivait seul sur une petite propriété rurale du Missouri, enchaînant les petits boulots et consacrant chaque heure libre à son garage, entouré d'équipements de récupération, de schémas dessinés à la main et des vestiges accumulés d'une décennie d'ingénierie électrique autodidacte. Il n'avait ni diplôme, ni titre, ni appartenance à une quelconque institution. Ce qu'il possédait, c'était une intuition pour les champs électromagnétiques qui frisait l'instinct, ainsi qu'une volonté de pousser ses expériences bien au-delà du point où un physicien formé aurait posé ses outils et demandé de l'aide. Et quelque part, au début des années 1990, travaillant seul dans ce garage tard la nuit, ce langage lui répondit d'une façon que personne n'aurait pu anticiper. Il avait construit une échelle de Jacob, 2 tiges métalliques disposées en forme de V. Une haute tension les parcourait. Un arc électrique lumineux grimpait vers le haut avant de se rompre et de reprendre depuis le bas. Rien d'exotique comme équipement. Le genre d'appareil qu'on trouve dans les salles de classe et les démonstrations scientifiques. Rien qui aurait dû produire autre chose qu'un spectacle visuel et une odeur piquante d'ozone. Mais une nuit, Mike ajouta quelque chose d'inhabituel.
Un pointeur laser bon marché, le genre qu'on pouvait acheter dans n'importe quel magasin d'électronique pour quelques dollars. Il orienta le faisceau de façon à ce qu'il traverse directement l'arc en mouvement. C'était une impulsion, pas une expérience calculée. Il voulait observer ce que ferait la lumière cohérente en croisant le canal d'air ionisé créé par l'arc. Au début, rien ne changea. L'arc montait, le faisceau laser le traversait. Le garage bourdonnait du ronronnement familier à 60 cycles de la haute tension. Puis le son se modifia. Le bourdonnement électrique se resserra sur une fréquence différente, plus haute, plus concentrée, comme si le système s'était verrouillé sur une résonance qu'il ne produisait pas auparavant. L'arc se stabilisa. Au lieu de grimper et de se rompre selon son rythme habituel, il se contracta sur lui-même, maintint sa position, et se mit à tourner en une lente spirale que Mike n'avait jamais observée, dans aucune configuration d'échelle de Jacob. C'est alors que Mike remarqua la rondelle, une petite rondelle en acier posée sur l'établi, près de la base de l'appareil, à l'intérieur de ce qu'il appellerait plus tard le champ. L'espace d'une fraction de seconde, elle vacilla, pas bougea, pas aspiré par magnétisme, pas poussé par un déplacement d'air. Il était là, puis il n'y était plus, puis il était là à nouveau, comme si quelqu'un avait retiré une seule image de la réalité avant de recoller le film. Mike cessa de respirer. Il plaça d'autres objets près des tiges, des vis, des pièces de monnaie, de petits fragments de métal. Et de temps en temps, lorsque l'angle du laser, la tension et la configuration de l'arc se combinaient exactement de la bonne façon, l'objet disparaissait, juste le temps d'un battement de cœur. Pas d'éclair, pas de bruit, aucun mouvement visible, seulement une absence, un petit espace vide là où la matière se trouvait un instant auparavant. Puis, l'objet revenait, exactement à sa place d'origine, comme si la réalité s'était corrigée elle-même en espérant que personne n'avait remarqué. Mais Mike, lui, avait remarqué, l'air sentait âcrement l'ozone, mais quelque chose d'autre se trouvait en dessous, quelque chose de métallique, de froid, quelque chose qui faisait se contracter sa peau et dresser les poils de ses bras, d'une manière qui n'avait rien à voir avec une charge statique. C'était une sensation biologique. Son corps réagissait à quelque chose que son esprit n'avait pas encore saisi. Ce fut cette nuit-là que la vie de Mike Markham se divisa en deux parties distinctes, avant le chant et après. Il ne savait pas ce qu'il avait découvert. Il ne possédait ni les mots pour le décrire, ni la formation pour l'analyser. Mais une chose lui semblait absolument certaine, c'était réel et il avait besoin que quelqu'un d'autre l'entende avant qu'il ne se convainque lui-même qu'il perdait la raison. L'appel. En janvier 1995, Mike Markham appela Coast to Coast AM. Cette émission de radio nocturne, animée par Art Bell, était devenue un point de rassemblement pour l'impossible. Disparitions étranges, rencontres avec des ovnis, expériences gouvernementales secrètes, sciences marginales, phénomènes inexpliqués. Art avait tout entendu. C'était un animateur habile, doté d'un instinct naturel pour distinguer l'authentique du simulé. Il avait su bâtir une audience fidèle, des gens qui faisaient confiance à son jugement pour choisir les appels qui méritèrent d'être entendus. Mike ne ressemblait pas à quelqu'un cherchant à divertir un public. Sa voix trahissait une nervosité, une instabilité, celle d'un homme tentant de décrire quelque chose qui le troublait encore profondément, quelque chose qu'il n'avait pas entièrement digéré, quelque chose qu'il craignait à moitié de voir passer pour de la folie dès qu'il le formulerait à voix haute devant quelqu'un. Art l'interrogea avec prudence. Pouvait-il s'agir d'un effet optique? L'appareil pouvait-il déformer l'air et produire une illusion visuelle? La chaleur ou une ionisation atmosphérique pouvait-elle donner l'impression que des objets disparaissaient alors qu'ils étaient simplement masqués? La réponse de Mike changea complètement le registre de la conversation. Il affirma qu'il savait que les objets disparaissaient réellement parce qu'il ressentait le champ au moment de son activation. Le garage se transformait. L'air devenait lourd, dense, comprimé d'une façon qui n'avait rien à voir avec la température ni l'humidité. L'espace lui-même semblait se figer. Tout ce qui se trouvait dans le rayon du champ paraissait différent, plus lent, plus épais, comme si la pièce avait glissé vers une version légèrement décalée d'elle-même, puis il parla des animaux. Son chien refusait désormais d'approcher du garage, et pas seulement pendant les expériences. La bête ne franchissait plus le seuil, n'entrait plus dans le bâtiment même lorsque Mike la portait jusqu'à la porte. Les oiseaux avaient cessé de se poser sur le toit. Les insectes évitaient l'intérieur. Les êtres vivants réagissaient à quelque chose présent dans cet espace, et ce avant même que Mike comprenne pleinement ce que le chant était en train de produire.
Hart lui dit de tout consigner, trouver des témoins, filmer, noter les conditions, la tension, les angles, la configuration exacte à chaque disparition, et cesser de traiter ça comme un simple projet de garage personnel. Tout cela nécessitait un encadrement. D'autres regards étaient indispensables, mais Mike ne s'arrêta pas. Il alla encore plus loin. Au cours de l'année qui suivit, les expériences devinrent à la fois plus risquées et plus ambitieuses. Mike avait besoin d'une puissance bien supérieure à ce que son installation électrique résidentielle pouvait lui fournir. Durant l'été 1995, il s'empara de 6 transformateurs industriels dans un poste électrique isolé en zone rurale et les intégra à son dispositif. La consommation d'énergie était colossale, les lumières baissaient d'intensité chez les voisins alentours. Une chute de tension se propagea dans tout le secteur, le réseau local peinant à alimenter ce que l'équipement de Mike engloutissait. Des agents du fournisseur d'électricité remontrèrent la trace de cette surcharge jusqu'au garage de Mike. Il fut arrêté et inculpé pour vol de matériel électrique, 60 jours dans la prison du comté. Pour la plupart des gens, cela aurait tout arrêté. Pour Mike, ce fut comme une période d'incubation. Il passa l'intégralité de sa peine à griffonner des schémas de circuits sur tout bout de papier disponible, affinant ses plans, réfléchissant sans relâche à ses erreurs et aux correctifs possibles. Il ressortit de détention encore plus concentré qu'à son entrée. Quand il rappela Art Bell, celui-ci perçut immédiatement ce changement. Mike n'était plus enthousiaste de la même façon. Ce n'était plus l'amateur fébrile qui avait téléphoné la première fois, à moitié effrayé par sa propre découverte. Sa voix trahissait une obsession totale, une détermination absolue et quelque chose d'autre qu'Hart ne parvenait pas vraiment à définir. Il ressemblait à un homme qui avait cessé de peser les risques parce que l'attraction de ce qu'il découvrait était devenue plus forte que sa capacité à y résister. Mike expliqua que les objets ne se contentaient plus de vaciller. Ils disparaissaient désormais pendant plusieurs secondes entières, et à leur retour, certains semblaient avoir changé. Un bloc de bois s'était évanoui pendant 3 secondes complètes. Quand il réapparut, il était froid au toucher, pas à température ambiante. Froid, comme s'il avait séjourné ailleurs, dans un endroit à la température différente, et qu'il en avait ramené ce froid avec lui. Une fleur disparut et revint fanée et desséchée, comme si elle avait perdu des jours entiers de vie en seulement quelques secondes. Les pétales étaient redevenus cassants, la tige s'était complètement déshydratée. Quoi qu'il lui soit arrivé durant ces 3 secondes, elle avait vécu le temps d'une façon radicalement différente de tout ce qui l'entourait. Puis vint le moment qui réduisit Art Bell au silence, pour la première fois depuis le début de leur échange. Mike avait soumis un animal au champ. Il avait placé une petite souris dans une cage à l'intérieur du rayon d'action du dispositif. L'animal disparut pendant 5 secondes. À son retour, il était vivant, mais quelque chose n'allait pas. Il tournait en rond dans la cage, se jetant contre les parois, refusant toute nourriture et toute eau, manifestant une forme de panique désorientée que Mike n'avait jamais observée chez aucun animal auparavant. 2 jours plus tard, la souris périt. Hart lui dit d'arrêter immédiatement. Il lui fallait de vrais scientifiques, un vrai encadrement, des personnes capables de mesurer les risques de ce qu'il faisait, non seulement pour lui-même, mais pour tout être vivant pénétrant dans ce champ. Un silence s'installa sur la ligne. Puis Mike déclara qu'il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Il était trop près du but. Et le plus troublant, c'est qu'il avait raison. Il était proche, mais pas de ce qu'il croyait. La disparition. Fin février 1996, Mike effectua ce qui allait être son dernier appel connu à Coast to Coast AM, avant que tout bascule. Il annonça que le champ avait grandi. Il n'affectait plus seulement les petits objets placés au centre de l'appareil. Il s'était étendu au point où Mike pouvait lui-même y pénétrer partiellement. Et lorsqu'il le faisait, le temps semblait se dérégler. Tout ce qui se trouvait à l'extérieur paraissait ralentir. Les mouvements s'étiraient, les sons se faisaient plus graves et plus longs, les couleurs glissaient vers l'extrémité bleue du spectre. Quand il ressortait du champ, davantage de temps s'était écoulé dans le garage qu'il n'en avait lui-même ressenti à l'intérieur. Des minutes manquantes, parfois davantage. Hart posa alors la question qui s'imposait. Mike avait-il construit une machine à voyager dans le temps? Il marqua une pause, puis admit qu'il n'en savait rien. Peut-être s'agissait-il du temps, peut-être de la perception, peut-être de la réalité elle-même qui se restructurait autour du champ d'une façon que le mot « temps » ne suffisait pas à décrire. Mais quelle que soit l'action du champ, il ne se contentait pas de déplacer des objets d'un endroit à un autre. Il modifiait la manière dont ces objets existaient. Hart tenta encore une fois de le ramener à la raison, d'essayer de lui faire comprendre qu'il s'aventurait bien au-delà de ses limites.
Mais à ce stade, la paranoïa de Mike s'était cristallisée en une certitude absolue. Il était convaincu qu'on l'observait. Des voitures inconnues apparaissaient près de la ferme. Il pensait que les autorités gouvernementales avaient connaissance de ce qu'il construisait et réfléchissaient à la conduite à tenir à son égard. La conversation se termina sur une promesse. Il rappellerait en mars. Il apporterait des preuves, des vidéos, des mesures, tout ce qu'Hart lui avait demandé. Cet appel ne vint jamais. En mars 1997, Mike Markham disparut. Sa ligne téléphonique fut coupée. Les lettres revenaient sans avoir été ouvertes. La ferme semblait abandonnée. Puis le garage prit feu. Les enquêteurs découvrirent dans les décombres les restes de la machine. Du cuivre fondu, des transformateurs détruits, des traces de brûlures profondément incrustées dans le béton. Une marque circulaire d'environ 2 mètres de diamètre au centre du sol, mais aucun corps, aucun os, aucune explication. Seulement le mot retrouvé dans la boîte à outils. L'affaire officielle n'aboutit à rien. Un signalement de disparition fut déposé, puis finit par être classé. L'histoire s'effaça du monde réel pour migrer entièrement vers Internet, où Mike Markham devint une légende. Puis en 1998, cette légende prit une tournure encore plus étrange. Un chercheur en ligne découvrit une vieille coupure de journal datant de 1930. Un corps avait été retrouvé sur une plage de Californie. Un homme, la trentaine environ, vêtu de façon qui semblait curieusement trop moderne pour l'époque. Dans sa poche se trouvait un petit appareil métallique rectangulaire, couvert de boutons et de symboles que personne ne parvenait à identifier. Quand l'image s'est répandue sur Internet, les gens ont remarqué quelque chose de troublant. L'engin ressemblait à ce qu'un bricoleur expérimentateur des années 90 aurait pu assembler dans son garage. Une ébauche grossière d'un dispositif électronique, des décennies avant que la technologie nécessaire à sa conception n'existe. Mike Markham avait-il voyagé jusqu'en 1930 pour y mourir, bien avant même sa naissance? Il n'existait aucune preuve, seulement une photographie, une coïncidence de plus, une nouvelle ombre dans une histoire qui en était déjà pleine. Puis, en septembre 2006, le silence s'est brisé d'une façon inattendue. Le docteur Harold Puthoff, professeur de physique dans une petite université de l'Oregon, a ouvert sa messagerie un mardi matin et s'est figé sur place. Le nom de l'expéditeur indiquait Mike Markham. Le message était bref. Mike y affirmait que les gens le croyaient disparu. Il précisait que ce n'était pas le cas, mais qu'il n'était pas vraiment là non plus. Il joignait des schémas pour ce qu'il appelait un cadre de stabilisation vortex de 3e génération, en avertissant Puthoff de ne pas le construire, mais seulement de l'étudier. Les pièces jointes dépassaient largement tout ce que Mike avait jamais évoqué publiquement. Des plans de circuit, des équations de champ, des mises en garde sur les effets néfastes d'une exposition répétée au champ, ainsi que des notes détaillées sur les conséquences neurologiques observées chez des sujets d'expérimentation. Des effets qui correspondaient exactement à ce qui était arrivé à la souris des années auparavant, mais décrits dans un langage technique bien plus élaboré que celui que Mike avait jamais employé lors de ses apparitions à la radio. Puthoff a tenté de répondre. Le message lui a été retourné. Il a retracé l'origine du courriel jusqu'à un terminal d'une bibliothèque publique à Kauai, à Hawaï. Le personnel de l'établissement ne se souvenait d'aucune personne correspondant au signalement de Mike. Une nouvelle impasse. Une nouvelle trace laissée par un homme qui semblait n'exister qu'en fragments épars. Et puis, 16 ans plus tard, Mike est réapparu. En octobre 2022, Andrew et Melanie Carter étaient en train de rénover une vieille ferme dans la campagne de l'Ohio. Pendant qu'elle arrachait l'isolant des murs du grenier, la main de Melanie heurta quelque chose de solide derrière la charpente. Une caisse en bois, lourde, couverte de poussière, dissimulée délibérément là où personne ne l'aurait trouvée par hasard. Sur le dessus, une étiquette manuscrite et décolorée. Monsieur Markham. Ne pas ouvrir avant le bon moment. À l'intérieur se trouvaient des journaux remplis de notes, de schémas de circuits, de dates et d'avertissements couvrant la période de 1995 à 2021, 26 ans de documentation, des circuits imprimés scellés dans des sachets antistatiques, ainsi qu'une photographie Polaroid montrant un homme debout à côté d'un grand cadre métallique en forme d'anneau dans ce qui semblait être un atelier en sous-sol. La date inscrite sur la photographie était le 21 juin 2021, au verso, de la même écriture que l'étiquette. Ça a fonctionné, mais pas comme je l'avais imaginé. Puis ils découvrirent quelque chose d'encore plus troublant. L'un des journaux contenait l'adresse exacte de la ferme qu'ils possédaient désormais. À côté, une note.
Stabilité du champ magnétique, optimale. Emplacement de stockage sûr. Ils la trouveront au moment voulu. Ils publièrent l'histoire de la caisse en ligne. Le récit se répandit rapidement. Des personnes qui suivaient l'affaire Markham depuis des décennies commencèrent à les contacter. 3 semaines plus tard, le téléphone d'Andrew sonna. Aucun identifiant d'appelant. La voix à l'autre bout était celle d'un homme âgé, usé, fatigué. Mais pour quiconque avait entendu les anciens enregistrements de Coast to Coast, elle était impossible à confondre. L'homme se présenta comme étant Mike Markham. Il leur dit qu'il avait appris qu'ils avaient retrouvé sa caisse, et il demanda s'il pouvait venir leur expliquer ce qui s'était passé. Il arriva à la ferme des Carter par un froid soir d'octobre, âgé de 59 ans, exactement l'âge qu'il aurait dû avoir s'il avait vécu normalement depuis 1997. Pourtant, il paraissait plus vieux que ça. Pas seulement vieilli, mais épuisé, usé d'une façon qui ne semblait pas purement physique, comme si quelque chose avait lentement prélevé en lui une substance invisible à l'œil, mais fondamentale à la structure même d'un être humain. Au cours des heures qui suivirent, assis autour de leur table de cuisine, il leur raconta ce qu'il affirmait être la véritable histoire. Et ce qu'il décrivit n'avait rien d'un voyage dans le temps, c'était quelque chose de bien plus étrange et de bien plus troublant. Il dit que la machine ne l'avait pas déplacé vers le passé ni vers l'avenir, elle l'avait désynchronisé. C'est le mot qu'il employa. Il expliqua qu'il était resté dans le même monde, les mêmes lieux, la même succession d'événements, mais décalé par rapport aux autres, comme une radio légèrement mal accordée. La musique est là, mais lointaine, floue, difficile à saisir. Il décrivit la nuit de l'incendie, en mars 1997. La machine de 3e génération s'était stabilisée. Le chant s'était maintenu pour la première fois, sans vaciller, sans pulsation, mais de façon continue. Dans un élan de certitude imprudente, Mike entra entièrement à l'intérieur. Il n'y eut ni portail, ni éclair de lumière, ni sensation de traverser le temps, seulement un silence nauséeux, comme si le monde entier avait légèrement glissé sur le côté, le laissant debout là où il se trouvait auparavant. Lorsqu'il en ressortit, plusieurs heures s'étaient écoulées. La machine avait surchauffé, le garage avait pris feu. Mike s'échappa par la paroi arrière avant que la structure ne s'effondre. Mais quand il tenta de reprendre le cours de sa vie, quelque chose ne fonctionnait plus. Ses amis reconnaissaient son visage, mais étaient incapables de se souvenir de son nom. Son propriétaire se rappelait avoir loué à quelqu'un, sans pouvoir relier ce souvenir à Mike en particulier. Les appels téléphoniques n'aboutissaient plus, les démarches administratives devenaient laborieuses. Les conversations s'effaçaient de la mémoire des gens presque aussitôt qu'elles avaient eu lieu. Les gens lui parlaient, lui répondaient, interagissaient avec lui normalement sur le moment, puis oubliaient l'intégralité de l'échange quelques heures plus tard. Mike expliqua au Carter qu'il n'avait pas disparu. Il était devenu difficile à percevoir, difficile à mémoriser, comme si l'esprit humain pouvait enregistrer sa présence en temps réel, mais était incapable de l'ancrer dans une mémoire durable. Il était visible mais impossible à retenir, présent mais éphémère, un visage qui s'effaçait dès l'instant où on détournait les yeux. Et chaque fois qu'il s'exposait à nouveau à la machine, cherchant à comprendre ce qui s'était passé, cherchant à inverser les faits, son état empirait. Il devenait un peu moins réel aux yeux des autres à chaque nouvelle exposition, un peu plus difficile à garder en mémoire, un peu plus facile à oublier. Il dériva en marge de la société pendant 25 ans. Des petits boulots payés en liquide, des chambres provisoires, des endroits où personne n'avait besoin de traces écrites et où personne ne remarquerait qu'on l'avait oublié dès le lendemain matin. Il continua d'étudier le phénomène, d'affiner sa compréhension de ce qui s'était produit, et la conclusion à laquelle il parvint le terrifiait profondément. Ça n'avait jamais été une question de temps, c'était une question de perception, de mémoire, d'observation, ce mécanisme fragile par lequel les êtres conscients confirment qu'une autre personne existe vraiment. Mike était convaincu que la machine avait brisé ce lien, non pas dans le cerveau des autres, mais dans la façon dont la réalité elle-même enregistrait sa présence. Il avait été décroché du substrat qui rend un être perceptible, mémorable, réel. Une personne n'est pas seulement un corps, une personne est un schéma maintenu vivant dans l'esprit des autres, un réseau de souvenirs, d'associations, de reconnaissance, le poids accumulé de chaque interaction qui affirme « cette personne existe », cette personne compte, cette personne était là. Mike croyait que la machine avait endommagé sa capacité à générer ce schéma. Il pouvait encore être vu, il pouvait encore être entendu, mais l'impression qu'il laissait derrière lui s'évaporait presque aussitôt, comme des mots tracés à la surface de l'eau.
Quand les Carter lui demandèrent pourquoi il était revenu maintenant, Mike dit qu'il manquait de temps. Pas du temps chronologique, mais du temps mémorable. Il croyait qu'il allait bientôt devenir totalement insaisissable. Présent mais imperçu, vivant mais impossible à retenir pour l'esprit humain, un fantôme en chair et en os, se déplaçant dans un monde qui continuerait à oublier son existence. Avant de partir, il leur demanda 3 choses. Envoyer les journaux à une archive de recherche privée. Garder le grenier fermé à clé parce que certains équipements qu'il y avait cachés étaient encore magnétiquement actifs, et ne jamais chercher à le contacter de nouveau. Puis il se leva, traversa le couloir jusqu'à la porte d'entrée et disparut dans la nuit d'octobre. Sur la question de la mémoire, c'est le point qu'Andrew et Melanie Carter disent ne toujours pas parvenir à expliquer pleinement. À l'instant même où Mike quitta la maison, ils durent faire un effort pour se souvenir de son visage. Pas des jours plus tard, pas le lendemain matin. Immédiatement, ses traits commencèrent à leur échapper, comme de l'eau qui glisse entre les doigts ouverts. La couleur de sa veste, la forme de ses mains, le son précis de sa voix, la cadence et le rythme qui avaient rempli leur cuisine pendant des heures. Mélanie attrapa un carnet et se mit à écrire aussi vite qu'elle le pouvait, car elle sentait le souvenir se dissoudre alors qu'il était encore frais, pas de la façon dont les souvenirs ordinaires s'effacent, progressivement au fil des semaines et des mois, mais se dissolvant activement, comme si quelque chose aspirait l'information hors de son esprit en temps réel. Andrew resta dans la cuisine à tenter de retrouver la voix de l'homme qui était assis en face de lui moins d'1 heure auparavant. Il n'y parvenait pas. Il se souvenait que l'homme avait parlé. Il se souvenait du contenu de ce qui avait été dit. Mais l'expérience sensorielle d'entendre cette voix, sa texture, son timbre et sa qualité avait déjà disparu. En moins d'1 heure, ils se retrouvaient à lire leurs propres notes manuscrites, comme s'il s'agissait de documents rédigés par une autre main. Ils reconnaissaient leur écriture, ils reconnaissaient le papier. La tache de café dans le coin de la page leur rappelait l'instant où ils l'avaient renversé pendant la discussion. Mais le souvenir vivant derrière ces mots, cette sensation d'avoir été assis dans une pièce avec un autre être humain et de l'avoir écouté parler, avait déjà commencé à s'effacer, à devenir quelque chose qui ressemblait davantage à une information de seconde main qu'à une expérience vécue. Au bout d'1 semaine, ils avaient besoin de leurs notes pour reconstituer la conversation dans son ensemble. Sans ce document écrit, ils n'auraient pas pu affirmer avec certitude que quelqu'un était passé chez eux ce soir-là. Des années plus tard, ils ont dit que cette rencontre leur fait l'effet d'un film qu'ils auraient regardé tard un soir et dont ils se souviendraient à peine. Ils savent que c'est arrivé parce que les preuves sont toujours là. Les journaux, le Polaroid, les circuits imprimés, leurs propres notes griffonnées de leurs propres mains. Mais le vécu de cette soirée passée en compagnie de Mike Markham, à l'entendre parler, à croiser son regard par-dessus la table de la cuisine, a presque entièrement disparu. C'est ce que Mike appelait la non-mémoire. Pas un simple oubli, quelque chose de plus profond, une lente dissolution de la présence d'une personne dans l'esprit de ceux qui l'ont côtoyée. Tandis que les traces matérielles de cette personne demeurent là, bien visibles, les objets perdurent. La personne, elle, s'évanouit. Qu'est-ce qui rend quelqu'un réel? Et c'est précisément pourquoi l'affaire Mike Markham n'est pas vraiment une histoire de voyage dans le temps. Elle parle de quelque chose de bien plus troublant. Qu'est-ce qui rend une personne réelle? Est-ce son corps, son nom, ses papiers officiels et sa trace administrative? Ou bien est-ce la capacité des autres à la percevoir, à la reconnaître et à la porter en eux? L'existence est-elle un fait physique, ou bien un acte partagé, quelque chose qui nécessite des témoins pour se maintenir? Mike était convaincu que la machine avait brisé ce lien. Il n'avait pas disparu, il n'avait pas été projeté dans un autre siècle, il était simplement devenu impossible à retenir. Un visage que personne ne peut décrire après l'avoir vu, une voix que personne ne peut retrouver après l'avoir entendue, un nom qui s'évapore au moment même où on le prononce, un fantôme vivant qui traverse un monde incapable de se souvenir de sa présence. Les Carter avaient tenu leur promesse. Les journaux avaient été envoyés dans des archives privées. Le grenier avait été fermé à clé. Depuis lors, il n'y a eu que quelques observations éparses et invérifiables. Un homme ressemblant à Mike posant des questions inhabituelles dans des départements universitaires de physique. Un participant à une conférence qui s'était présentée, mais dont personne ne gardait un souvenir précis. Un résident d'un foyer doté de solides connaissances techniques, reparti avant que quiconque n'en apprenne davantage sur lui, chaque observation plus incertaine que la précédente, chaque témoin moins sûr de ce qu'il avait vu, non pas parce que Mike se cachait, mais parce que si son histoire est vraie,
Le monde lui-même ne parvient plus à le saisir assez clairement pour que quiconque en soit certain. Quelque part, Mike Markham marche peut-être encore dans des rues ordinaires, se tient dans des pièces ordinaires, traverse des vies qui ne peuvent le retenir. Toujours vivant, toujours présent, cherchant encore à laisser suffisamment de traces avant que le dernier fil ne se rompe. Et même ces traces finissent par ne plus suffire. La machine avait fonctionné, mais pas comme il l'avait imaginé. Elle n'avait pas vaincu le temps. Elle n'avait pas ouvert le passé, ni livré l'avenir. Elle lui avait arraché la seule chose qu'aucun être humain ne peut perdre sans se perdre lui-même, la capacité de demeurer réel dans l'esprit des autres. Mike Markham n'avait pas trouvé de moyen de voyager à travers le temps. Il a trouvé comment s'effacer des mémoires, et la réalité l'en a puni.